On va maintenant aborder la synastrie en tant que telle. Mais comme je vous l'ai dit, ce qui était le plus important toujours quand on commence une synastrie, c'est de regarder qui je suis. Tout ce qu'on a fait jusqu'à présent donne les bases de ce que sera la synastrie ensuite. Alors évidemment, comme c'est un vaste sujet, on est obligé de se concentrer. Donc on va commencer cet après-midi à regarder avec, pour chacun, le thème que vous avez choisi. Et je les mettrai côte à côte sur l'écran, dans un premier temps. Et là, on essayera de dégager vraiment le sens de la relation dans une première étape, c'est-à-dire qui est la personne avec qui nous sommes en relation, qu'est-ce qu'elle représente pour nous, qu'est-ce qu'elle attend de la relation. Alors évidemment, les relations vont être différentes. Comme je vous l'ai dit, toutes les autres années, quand on a fait ce séminaire, quasiment tous les thèmes, c'était le thème de couple. Et là, pour la première fois, c'est pas des thèmes il y en a quelques-uns, bien sûr, mais c'est pas des thèmes de couple. C'est des thèmes avec des enfants, des petits-enfants, voire des amis, je crois. Il y a quelqu'un, ou ton frère, par exemple. Ok. Et moi, comme je suis avec qui j'ai fait le thème, elle vient demain en présence, donc c'est intéressant qu'on fasse ça demain. D'accord, si jamais tu es tiré au bol, on dira non, c'est pour demain. Oui, parce qu'elle sera là, du coup, en direct. Donc la personne avec qui Christelle fait la relation, elle sera là demain. Une femme que j'ai rencontrée il y a 2 semaines. Donc rappelez-vous comment on va procéder. Je rappelle les règles de la comparaison de thèmes. Il y a plusieurs étapes, évidemment, outre celles qu'on a abordées qui sont primordiales, parce que j'ai souvent vu des personnes qui font de l'astrologie et qui regardent tout de suite la synastrie en tant que telle sans se préoccuper de savoir qui est qui. Comme je l'ai dit et comme on l'a vu, avec toutes les dominantes qu'on peut avoir, et ce que j'ai dit au départ, un uranien, il aura du mal avec une saturnienne, par exemple. Toute proportion gardée, évidemment, parce que dire ça veut rien dire non plus, puisque un saturnien peut avoir un Uranus très fort aussi. Enfin, on peut avoir des choses qui se combinent entre les deux thèmes. Mais en tout cas, la première approche, c'est ça que ça veut dire. Quelqu'un qui est uranien, il aura du mal, effectivement, à être avec quelqu'un qui est plutôt conformiste ou qui est plutôt dans la sécurité. C'est basique, quoi. Un neptunien, il aura du mal aussi à être avec un saturnien également, parce que le neptunien, je parle des dominantes vécues sur un plan compulsif, parce que quand on évolue, tout est possible. Et d'ailleurs, quand les gens viennent, même s'ils sont contradictoires avec leurs deux thèmes, suivant leur degré d'évolution, un saturnien peut très bien vivre correctement, bien avec un uranien ou une uranienne. Mais comme on n'est pas des gens encore réalisés, dans le sens d'avoir acquis une certaine unité, bien que, comme disait Abraham Maslow, nous sommes en chemin vers le meilleur de nous-mêmes. Abraham Maslow, quelqu'un d'important dans notre approche, si vous lisez, Abraham Maslow est un des fondateurs de la psychologie transpersonnelle. Et quand vous lisez un livre d'Abraham Maslow comme devenir le meilleur de soi-même, par exemple, ou vers une psychologie de l'être, je ne sais pas si on le retrouve encore celui-là. Si, il a été réédité chez Erol. Il a été réédité, chez Erol, d'accord. Avant, il était chez Fayard. Donc, lisez ces livres-là parce que c'est des livres qui sont en résonance avec l'astrologie humaniste et transpersonnelle de Rudyard. Donc la nôtre, finalement. Bien que, encore une fois, même si on a une ligne directrice, on n'est pas exclusif d'autres approches. Ça, c'est important aussi. Quoi qu'il en soit, nous sommes en voie d'évolution. C'est le terme que Maslow
exprime dans ses différents livres, c'est-à-dire que nous ne sommes pas encore des êtres réalisés au sens où on l'entend dans l'hindouisme, par exemple, ou dans le bouddhisme, bien que ce soit le but de la vie. Le but de la vie, donc, c'est vraiment, si on veut bien, si on est d'accord, on peut ne pas être d'accord. Moi, quand je dis ça à mon frère, il me dit, moi j'en ai rien à foutre de ton histoire. Et donc, ok, je dis ok. Et donc, le but, c'est vraiment d'atteindre cet état de réalisation qui est la libération. Les hindous appellent ça la libération. Et particulièrement dans les enseignements que je suis, outre le bouddhisme, c'est l'Advaita Vedanta, c'est-à-dire, si vous avez lu Arnaud Desjardins, par exemple, c'est apprendre à être un sans second. Donc, tout ce que nous vivons, les expériences que nous vivons, ont pour but de nous permettre de passer du plan socio-culturel au plan individuel, avec les différents sous-plans, et d'atteindre ce plan transpersonnel que vous retrouverez donc chez Maslow, dans tous les livres de Rudyard, pas uniquement les livres d'astrologie, et puis aussi chez Stanislas Grof, par exemple. Si vous lisez il y a un livre de Stanislas Grof sur la psychologie transpersonnelle qui fait référence, d'ailleurs, tous ces gens-là font référence, si on les inscrit dans une certaine approche de l'évolution culturelle de l'humanité, on se situe dans une, comment dire, dans une série de périodes de vie qui nous ont amenés jusque-là, même si le bouddhisme et l'hindouisme datent de plusieurs milliers d'années. Par exemple, s'il n'y avait pas eu les beatniks, nous ne serions pas là. Kerouac, Fergie Lenti, si vous connaissez, Burroughs, et puis Allen Ginsberg, ont été les premiers en Occident, pas les premiers puisque Henry Miller en parlait déjà avant, et d'autres bien sûr, mais où il y a des groupes qui se sont constitués en mettant la spiritualité comme étant une finalité. Si vous lisez Sur la route de Kerouac, par exemple, ou les poèmes d'Allen Ginsberg, qui était un disciple d'ailleurs d'un bouddhiste qui m'a beaucoup apporté aussi, qui s'appelle Chogyam Trungpa, qui avait créé Trungpa, vous connaissez Trungpa? Chogyam Trungpa, c'est un tout le coup, c'est-à-dire que c'était une réincarnation déjà d'être réalisé. Mais quand il a quitté le Tibet avec le Dalai Lama, dans les années 50 et quelques, là 58 je crois, quelque chose comme ça, eh bien, lui, à la différence des moines qu'on peut rencontrer ici autour de nous, puisque vous savez qu'il y a un des grands centres européens du bouddhisme ici, en Dordogne, eh bien, lui, c'est pas qu'il a défroqué parce qu'il était considéré comme un être réalisé, mais il a vécu quelque chose en dehors. Il s'est marié avec, il est allé en Angleterre, après aux États-Unis, il s'est marié avec une Anglaise, qui raconte d'ailleurs son histoire avec Trungpa dans un livre qu'elle a écrit sur Ma vie avec Trungpa, ça s'appelle. Donc, Allen Ginsberg était, les beatniks ont été dans la génération d'après-guerre, quasiment, ceux qui ont ouvert des nouvelles portes, quoi. Et puis après, il y a eu les 60s, les hippies. C'était encore une étape. C'est eux qui ont fait découvrir Rudyard, qui ont commencé à parler en dehors des cercles ésotériques un peu poussiéreux qu'il y avait auparavant, qu'il y a toujours eu. Là, il y a eu toute une ouverture. Et ce sont eux qui sont vraiment ouverts d'une manière plus large à l'astrologie. Tout le monde a toujours fait de l'astrologie. On regarde, si on remonte à la fin du 19e siècle, les théosophes, Blavatsky, Alice Bailey, c'était de l'astrologie, mais c'était de l'astrologie entre initiés en quelque sorte. Là, ça a pris une autre ampleur, c'est-à-dire que c'est les années 60 qui ont fait que Rudyard a été découvert
et a pris cette ampleur. Après, il y a eu le mouvement qu'on appelait Nouvel Âge, dont Lune Soleil est une des manifestations. Mais chaque fois, c'est une étape vers quelque chose d'autre, quoi. Donc, le transpersonnel, c'est cette dimension-là qui est devenue, quand on regarde l'histoire de l'humanité, et ce qui est devenu quelque part prégnante dans toute la société. Moi, je suis un sociologue aussi de formation, entre autres, donc je suis un journaliste, un sociologue, enfin j'ai plusieurs cordes à mon arc, j'ai fait plusieurs, comme vous savez, plusieurs études universitaires dont j'ai les diplômes, avant de devenir astrologue, et de m'intéresser à tout ça. Eh bien, j'ai gardé quand même cette empreinte de regarder le monde aussi avec ces formations que j'ai eues, qui donnent une certaine, en même temps que je suis impliqué directement dans tout ce qui se passe, un certain détachement. Donc, mon maître de sociologie, que vous connaissez bien, qui vient d'avoir 104 ans, Edgar Morin, donc ça c'est Edgar Morin, lisez les livres d'Edgar Morin aussi, peut-être je fais que répéter ce que lui dit, ce que Rudyard dit et tout ça, à ma manière évidemment, et à travers mon expérience propre. Donc, je regarde, c'est pour ça que je regarde la télé. Il y en a qui me disent, mais qu'est-ce que tu t'emmerdes à regarder la télé alors que tu es dans... C'est le vieux monde, ça. Et puis c'est manipulé, c'est des forces sataniques et tout ça. Je dis non, moi j'ai une formation de journaliste, j'ai fait ma formation au journal Le Monde, quand j'étais stagiaire au journal Le Monde, le saint des saints pour les journalistes, dans la presse écrite. J'ai fait aussi à la radio, j'étais à Europe 1 en tant que stagiaire. Donc je connais un peu le milieu, et comment ça fonctionne. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas croire tout ce qu'on dit, et les journalistes, la plupart du temps, sont, comme disait Julien Banda, les clercs du pouvoir, quoi. Ils sont... Mais il y a des choses intéressantes, c'est intéressant de regarder ce qui se passe pour prendre le pouls de l'humanité et pouvoir en discuter avec des gens qui ne sont pas uniquement dans la spiritualité. L'autre jour, pour vous dire, l'autre jour, toute une famille est venue individuellement en consultation. Parce que la mère fait de l'astrologie, d'ailleurs elle s'est inscrite à la formation, elle a poussé le mari et ses trois fils à faire une consultation. Donc je les ai eus, c'est les 5. Et il se trouvait, bon, ils habitent à Saint-Cloud. Je leur dis comme ça, au père, j'ai dit, tiens, mais Saint-Cloud, c'est porte de Saint-Cloud. Ah, mais c'est le Parc des Princes, là. Pour moi, et c'était tous des supporters, les enfants du PSG. Donc, on a parlé foot pour arriver, c'est-à-dire que je suis allé sur leur terrain, c'est le cas de le dire. Et on a pu ainsi, des gens qui sont dans ce domaine, bon, ils sont quand même plus ou moins branchés, mais qui sont dans leur vie de tous les jours, qui sont dans leur pratique. Moi, je fais le pont entre les différents niveaux. Je peux m'adresser aussi bien à des personnes qui sont dans le socioculturel, comme la personne dont je vous ai parlé dans le 16e, parce que je connais ces milieux-là, et je navigue entre les niveaux. Mon rôle à moi, en tant que messager, c'est de connecter les gens pour qu'ils aillent vers cette dimension transpersonnelle. C'est comme ça que je vis les choses. Au départ, je ne le savais pas, mais au bout de 50 ans, les personnes qui sont uniquement dans un truc, bien sûr, ils viennent me voir en consultation. Des bouddhistes, des yogis, des hindouistes, des gens qui sont de la psychologie transpersonnelle, les gens qui suivent Rudolf Steiner, les gens qui suivent Alice Bailey, tout ça, c'est facile, quoi, pour moi, parce que c'est ma nourriture de base. Mais quand quelqu'un qui n'est pas dans cette dimension-là et qui vient vous voir parce que la vie les a amenés à venir vers vous, des gens socioculturels, ou qui ont... Et chacun est beau, chacun a sa vérité d'être. Donc quand ils viennent, Germaine Hollet, vous connaissez Germaine Hollet,
ça c'est important de connaître Germaine Hollet, qui était ma mère spirituelle, comme Rudyard, c'était ma mère et mon ami spirituel, et puis Rudyard était mon père et mon ami spirituel. D'ailleurs, quand il m'écrivait à la fin, il me mettait toujours ton ami, ton vieil ami Rudyard, il disait. Je vais publier la correspondance, d'ailleurs, qu'on a eue ensemble pendant une dizaine d'années, quoi. Donc, Germaine Hollet disait toujours, quand une personne vient vers vous, c'est que c'est son âme qui vous l'a envoyé. Elle ne le sait peut-être pas au niveau de sa personnalité. C'est son âme qui l'a envoyé. Et à partir de là, c'est de votre devoir de l'accompagner pour aller d'âme à âme, quelque part, pour l'amener sur l'étape suivante de son chemin. Pas forcément dans le transpersonnel immédiatement, parce que ça pourrait lui passer au-dessus de la tête, mais simplement l'étape suivante dans le processus d'individuation et tout ça. Je raconte souvent, d'ailleurs je raconte quelques anecdotes dans le 2e tome de mes mémoires, des histoires de personnes qui sont venues me voir pour une toute autre raison que celle avec laquelle j'ai travaillé avec eux, quoi. Il y a une dame qui était venue me voir et qui était intéressée à des choses très concrètes, très matérielles. Et moi, j'ai essayé de lui faire comprendre pourquoi les questions qu'elle se posait sur ce problème matériel avaient un sens, non pas en tant que matériel en tant que tel, mais en tant que dans son processus d'évolution. À quoi ça correspondait, où elle en était par rapport à ça. Et je sentais que plus j'essayais de lui expliquer ça, plus elle se renfrognait, plus elle se raidissait. Au bout d'un, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes, je lui dis, écoutez madame, visiblement ce que je vous dis ça vous intéresse pas, c'est pas ce que vous attendez de moi, je vais vous donner l'adresse d'un confrère qui sera mieux à même de répondre à votre question. L'astrologue traditionnel, mais j'ai des amis astrologues traditionnels. Je pourrais l'envoyer chez Denis Labouré ou chez des personnes comme ça, bon, qu'il y avait à mon époque. Donc je lui dis, voilà. Alors elle me dit non, puisque je suis là, allez jusqu'au bout de votre propos. Panoramique. Je vais jusqu'au bout toujours, mais c'est pas facile ces consultations-là, c'est les plus difficiles, parce que les personnes, elles se barricadent, elles se referment. Le but d'une consultation dans cette approche de l'astrologie, c'est un échange, c'est un entretien. C'est pour ça que je dis c'est pas une consultation, c'est un entretien. C'est-à-dire que je vais pouvoir mieux déterminer ce que moi je vois techniquement dans le thème, dans les étapes qui suivent, en fonction de ce que la personne va me dire de sa vie. Alors le premier truc que je fais, je la décris. Avant que je décris, voilà, tels et tels aspects dans votre thème, voilà ce que ça signifie. Pas forcément, je prends pas forcément les thèmes astrologiques, mais il y a de plus en plus de personnes qui me demandent de leur expliquer comment je vois ça dans le thème. Bon, je leur explique, je dis voilà, en étant le plus pédagogique et le plus simple possible, et puis je leur dis voilà comment vous êtes. Ah mais c'est incroyable, mais comment vous pouvez voir tout ça? Et là, la personne commence à s'ouvrir, et on peut rentrer dans l'entretien. Et elle me raconte, en fonction des transits que moi je vois, des progressions, tout ça, elle me raconte ce qu'elle est en train de vivre, ce qui me permet moi de savoir quelle est l'étape suivante qui lui est demandé de franchir en fonction des transits et des progressions qu'elle a. Vous voyez? Donc c'est un entretien. Donc cette dame, elle se barricade. Je sentais qu'elle était en colère quelque part. Elle était en colère. Et puis elle... Bon, on termine la consultation, 1 heure et quelques, quoi. Elle me paye, parce que j'avais dit, au bout de 20 minutes, quand j'avais dit, vous n'avez pas besoin de me payer, on arrête là, quoi. Elle m'a dit non, non, continuez. Donc elle m'a quand même payé. Et je sens qu'elle était irritée, quoi. J'avais pas répondu à son attente. J'habitais au 4e étage, sans ascenseur, ou 3e, je sais plus, rue Beaurepaire. Et c'était des escaliers en bois, je l'entends descendre les escaliers, boum, boum, boum. Je me dis, mais putain, elle est vraiment en colère, quoi.
2 ans passent environ, et au bout de 2 ans, je reçois une lettre. Cher monsieur, je suis venu vous voir, peut-être vous en rappelez-vous, à telle date et tout. Alors je me rappelais bien, évidemment, parce que j'étais mortifié, moi. Je me suis dit, j'ai été payé, d'accord, mais ok. Elle me dit, je suis venu vous voir à telle époque, tout ça, et je tiens à vous présenter mes excuses. J'étais très irrité, très en colère, et quand je vous ai quitté, je me suis dit que j'avais dépensé pour rien. Et donc, voilà, ça s'est passé, tout ça. Et là, je suis en train de déménager. Ma vie prend un nouveau tournant. Je suis en train de déménager. En rangeant mes affaires pour le déménagement, je suis tombé sur la cassette de l'enregistrement, que je n'avais jamais réécouté jusque-là, et même j'avais pas du tout envie de la réécouter, vu ce qui s'était passé. Et du coup, elle l'a réécoutée. Et elle me dit, mais tout ce que vous m'avez dit, c'est ce que je suis en train de vivre en ce moment. Vous m'avez prévenu. Vous m'avez dit, attention, dans l'étape qui s'annonce, dans les temps qui viennent, je sais pas, elle avait peut-être des transits d'Uranus ou des choses comme ça, il va y avoir de grands changements dans votre vie. Et elle dit, je vous ai mal jugé, je suis désolé, je vous présente mes excuses, quoi. Et ça, c'est ce que Germaine Hollet disait, quand une personne vient vous voir, même si elle n'est pas branchée au sens où nous on l'entend, son âme est branchée. Parce que nous avons tous une âme, même si on n'est pas en connexion avec cette âme encore. Alors, c'est des personnes, il y a des personnes qui viennent comme ça, je peux en raconter plein d'histoires comme ça, hein, qui, au bout du compte, dans la déprime la plus totale où elles sont, quelqu'un lui dit, tiens, pourquoi tu n'irais pas voir Samuel? Ou quelqu'un d'autre, hein, bon, en l'occurrence c'est Samuel. La personne vient, et puis c'est pas du tout ce qu'elle attend de moi, quoi. Mais moi, j'insiste. Hein, une fois, il y a un bonhomme qui vient me voir au fond du trou. Hein, au fond du trou. Et là aussi, quelqu'un lui a dit, peut-être va voir Samuel, il va t'éclairer sur ce que tu es en train de vivre, tout ça. Pluton sur le fond du ciel, en transit. Et rien que ça suffit. C'était un lion, chef d'entreprise. Il faisait des transactions avec les pays de l'Est à l'époque, c'est-à-dire qu'il vous savez, il livrait des usines toutes faites dans les pays de l'Est. Et il avait 2 associés. Donc c'était lui qui était chargé d'aller dans les pays de l'Est et tout ça. C'était celui qui faisait le commercial, quoi, en quelque sorte. Chef d'entreprise et tout. Pluton arrive sur le fond du ciel. Il revient. Ses associés l'avaient complètement dépouillé. Il se retrouve, plus rien. Dans le même temps, sa femme le quitte. Il était venu avec un petit chien, sa mémère, vous savez. Hein, et puis, ouais, il vient, il dit, il me reste plus que ce chien et maintenant je vis sous les toits. Et il me dit, je suis désespéré, je viens vous voir, est-ce que je vais gagner mon procès contre mes associés? Je regarde, je dis, le problème n'est pas là. Le problème, et ça c'est tout le travail relationnel justement, hein. Je lui dis, m'excuserez, moi je suis un gentil, donc je dis pas les choses comme certains dont vous avez évoqué le nom à un moment donné d'ailleurs. Clac, hein. Non, moi je suis pas un plutonien, je suis un neptunien, donc je veux que les gens ils se sentent le mieux possible, même dans leur douleur et tout ça, donc je explique tout ça, le courant passe quand même. Je dis, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que vous êtes à une étape de votre vie où il vous est demandé de passer à autre chose. J'ai dit, d'accord, la villa au bord de la Côte d'Azur avec la piscine et tout, on vous l'a dépouillé, tout ça, on s'en fout. C'est pas ça qui est important. Alors, il commence à faire grise mine et tout. Hein. Je dis, voilà, vous êtes à une étape de votre vie, vous est demandé de vous détacher de tout ça, parce que vous valez mieux que ça.
On n'est pas là uniquement pour gagner des sous, pour le pouvoir et tout ça. Bien sûr, il faut en gagner des sous, on en a besoin, mais c'est pas le but. Moi, je dis toujours, je fais pas un acte commercial quand je fais une consultation. Je suis payé pour, mais c'est pas un acte commercial. Ça se situe sur un autre plan. Hein. De même dans les formations, hein, de toute façon. Mais alors il me regarde et il me dit, ouais, mais est-ce que je vais gagner mon procès? Je lui dis, vous pouvez le gagner à condition que vous revoyiez tout votre but de vie, Pluton sur le fond du ciel. Le gars était tellement désespéré que, bon, je lui avais inspiré confiance. Il est venu à Parcieux faire des stages. Parcieux, c'est le centre de stage où je donnais des séminaires pendant 10 ou 15 ans, tous les étés. Et j'en faisais à l'époque 3, 4 dans l'été. Hein. Maintenant, j'en fais plus qu'un. Mais ça, c'est l'âge. C'est là qu'on s'est connus avec Cathy. Hein. Et donc, il était venu à un stage d'été. Peut-être c'était un stage où tu étais là, un séminaire d'été. Il comprenait que dalle. Il n'avait jamais fait d'astrologie. Mais il était là parce que ça le rassurait d'être avec moi. Je l'ai suivi pendant un certain temps, il venait me consulter régulièrement. Et je ne le faisais pas payer parce qu'il n'avait plus de sous. Hein? Je lui disais, ok, mon rôle c'est de vous accompagner, si je racontais tous les gens que je n'ai pas fait payer, mais qui par ailleurs allaient voir d'autres formations ou d'autres trucs, et là ils étaient obligés de payer plein pot parce que les autres ils ne sont pas comme moi, quoi. Hein? Bon, bref, cet homme, progressivement, il a changé, il est devenu thérapeute. Progressivement, il s'est intéressé à l'astrologie, il s'appelait Guy, je me rappelle de son prénom, Guy, il est devenu thérapeute, et sa vie a complètement basculé. Il a commencé à faire une analyse. Bon, avec moi, des fois c'est comme une analyse, hein, quand la personne vient pendant plusieurs fois dans l'année, c'est plus le thème qu'on étudie, c'est le travail qu'on fait ensemble, quoi. Ok. Voilà une histoire encore où je me disais, Germaine, elle m'a dit d'accueillir tout le monde qui vient, pas uniquement les gens qui pensent comme moi, pas uniquement ceux qui sont différents de moi, mais même ceux qui sont différents, ce sont ceux qui sont les plus enrichissants, hein, quelque part. Donc, je pourrais vous raconter des anecdotes, mais en même temps, c'est la relation. Si vous regardez mon thème, effectivement, hein, vous verrez que j'ai le descendant en balance, que j'ai Neptune dans le descendant, que j'ai une connotation dominante neptunienne et vénusienne. Ça fait que je suis en empathie avec les gens. Parfois trop. Au début où j'étais astrologue, les gens me racontaient leurs histoires et je pleurais avec eux. Ouais, c'est lune en poisson. Ouais, Neptune. Je pleurais avec eux. Bon, maintenant, j'ai les larmes qui me montent, ça me prend parfois à la gorge quand ils me racontent des histoires très, très fortes. Mais bon, je suis détaché, quoi, en quelque sorte. Mais vous voyez, le but, c'est de créer l'empathie. De ne pas vouloir prendre le pouvoir, bien que les gens nous accordent un certain pouvoir. Et il y en a qui le prennent. Hein. Non, d'accord, on nous donne un pouvoir, mais on n'a pas à en abuser. Donc mon côté neptunien fait que je rentre en sympathie. Tout de suite, les gens ils sentent ça. Mon côté uranien, bon bah ça c'est l'astrologie, c'est la technique, tout ça. Et mon côté jupitérien, c'est mon côté pédagogue. C'est-à-dire enseigner des choses qui peuvent paraître compliquées d'une manière simple, parce que les gens puissent vraiment comprendre ce qu'on dit. Donc bon, ça c'est ma manière de faire si vous regardez mon thème. Mais comment ? Et bon vivant. Les bons vivants. Et bon vivant. Et bons vivants, bien sûr. Mais ça c'est. Donc, vous voyez, d'ailleurs, tous les gens qui m'ont suivi pendant un certain temps sont devenus des amis. Que ce soit des gens en formation, que ce soit en consultation, c'est des amis. Des fois, ils passent me voir quand j'habitais à Paris. Ils me disaient, tiens, je suis dans le coin, tu veux pas venir, on se fait un resto ? Des personnes qui étaient venues en consultation, je t'invite, allez, viens. Et donc, voilà. Donc, le but de la consultation dans la synastrie, c'est de voir tout ça. De voir
quelque part, qui est cette personne qui vient vers nous, comment on peut se connecter à elle, même si elle est différente de nous, même si elle ne pense pas comme nous. On est dans l'acceptation de ce qu'est cette personne. Comme ici, hein, ici, chacun dit ce qu'il ressent et tout, on l'accueille simplement avec amour et avec amitié, hein, on n'est pas là pour juger quoi que ce soit. Donc voilà, ça c'est la deuxième étape. La deuxième étape, je suis avec cette personne, comment je vais me relier à cette personne. Donc on regardera évidemment, maintenant qu'on a vu comment ça fonctionnait, cette personne, quelles sont ses dominantes aussi, hein, pour mieux comprendre comment elle fonctionne aussi. Et après, la synastrie en tant que telle, c'est la première partie de la synastrie. Hein. Est-ce que l'uranien peut rencontrer le saturnien, etc. S'il y a une dominante saturnienne, je prends ça, comme ça me vient à l'esprit. Hein, parce que c'est des extrêmes en fait. Hein, bien que tous les deux soient maîtres du Verseau. Hein, comme on disait, il y a des Verseaux saturniens et des Verseaux uraniens. Hein. Pourquoi ? Parce que le saturnien, là je parle des personnes qui sont socioculturelles, qui sont compulsives, qui vivent, comme disait Arnaud Desjardins, à la suite de Gurdjieff, il disait, on est dans la mécanicité. La mécanicité, il appelait ça, Gurdjieff, il appelait ça la mécanicité. Hein, si vous avez lu un autre livre, hein, la bibliographie importante, hein, Ouspensky, hein, fragment d'un enseignement inconnu. Génial. Hein, eh bien, ce fragment d'un enseignement inconnu, on n'est plus dans... C'est des enseignements qui sont à la fois traditionnels, mais dans une tradition qui ne soit pas, je dirais, réactionnaire finalement. Hein, la tradition, c'est la tradition. Mais c'est une tradition de base, comme par exemple regarder les planètes dans les signes, tout ça, c'est la tradition. C'est pour ça que je vous dis, faites de l'astrologie traditionnelle aussi. C'est la tradition. Après, la philosophie et le chemin qu'on met dessus, ça c'est le travail qu'on fait avec l'astrologie transpersonnelle. Donc, la première étape, les gens qui viennent quand ils sont dans la mécanicité, nous le sommes tous encore plus ou moins, c'est-à-dire qu'on est en proie à nos pulsions, à nos passions, les gens qui pensent pas comme nous, parfois pof. Bon, évidemment, j'irai pas dire que Hitler, c'était quelqu'un de bien. mais bon, c'est pas des gens comme ça. D'ailleurs, j'ai eu une fois, je sais pas comment il a été riche chez moi d'ailleurs, le rédacteur en chef de Minute. Ah oui. Alors, pas du tout ma tasse de thé. C'est quoi Minute ? Minute, c'est un journal d'extrême droite. Je ne sais plus si ça existe ou pas. Hein, il atterrit chez moi. Alors, mais on a bien discuté. Hein. On a bien discuté. Une autre fois, j'ai eu, dans un séminaire et en consultation ensuite, une femme qui était proche de Jean-Marie Le Pen. Qui était... Enfin bref... elle m'a raconté des histoires sur Le Pen et tout ça. Hein, mais bon, on a quand même sympathisé. Bon, jusqu'à un certain point, évidemment. Hein, mais bon, elle m'a consulté parce qu'elle voulait savoir un certain nombre de choses. Et je me suis adapté à ce qu'elle était, mais en lui montrant que quelque part, il y avait une contradiction, quoi. Donc, regardez la personne qui elle est, dans ces deux aspects, ça c'est déjà en soi la comparaison. Et quand on a fait ce travail-là, on regarde la synastrie en tant que telle. La synastrie, c'est de positionner les planètes dans les maisons de l'autre thème, de l'un dans les maisons de l'autre, et de voir les aspects que ces planètes font avec les planètes de notre thème. Hein. Je privilégie surtout, parce que ça va donner des informations. Alors évidemment, c'est à travers ma propre expérience que je peux témoigner. Hein. Par exemple, avec Mira, elle est Bélier ascendant Verseau, je suis
Verseau, ascendant Bélier. Donc ça veut dire que tous les deux, nous mettons notre soleil dans la maison 1 de l'autre. Et sur notre ascendant, quoi. Donc ça veut dire que ça peut être une relation qui peut marcher, parce qu'on s'éclaire l'un l'autre, quelque part. On se motive l'un l'autre avec notre soleil, c'est-à-dire notre moi profond, notre être essentiel, il fonctionne de la même manière. Comme je suis Verseau et l'ascendant Verseau, j'ai mon soleil sur son ascendant, vous voyez, on regarde tout ça, on regarde quels sont les aspects interplanétaires qu'on dit, hein, comme on dit, interplanétaires, les planètes de l'un par rapport aux planètes de l'autre. Je privilégie en premier lieu les conjonctions. Les conjonctions. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit là, hein, par exemple, toujours pour prendre mon vécu, Mira, elle a le nœud sud en Poisson. Et moi, j'ai la Lune en Poisson au même endroit. Elle a Mercure en Poisson, on a Mercure en Poisson. Donc là, sans rentrer dans les détails premiers du thème, il y a affinité. Et plus, si affinité. Hein. Et donc, voilà, je regarde ça, et je regarde toujours, suivant les différents plans, ce qui est intéressant, il faut voir déjà les planètes en tant que telles. Mais si on veut rentrer dans des détails, on n'aura pas toujours le temps de le faire, mais je regarde les deux soleils. Est-ce qu'on a le même but solaire? Est-ce qu'ils sont en aspect? Ou pas? Je regarde les deux lunes. Est-ce que les deux lunes sont en aspect ou pas? Ou en tout cas, est-ce qu'elles peuvent se conjuguer, si je puis dire? Par exemple, si on a deux lunes en carré, l'une de l'autre, c'est pas toujours bon signe. Mais ça peut être très bien. Jamais quelque chose n'est définitif. Ça peut être très bien si les personnes font l'effort, peut-être grâce aux autres aspects du thème, font l'effort de se dépasser, quoi. Hein, c'est-à-dire d'aller l'un vers l'autre, et non pas de vouloir que l'autre soit comme on veut. Hein. En général, c'est ce qu'on fait au départ. Hein. Et puis après, on voit que ça marche plus, quoi. Hein, donc, on regarde si les deux lunes... Je regarde les deux Mars ensemble, les deux Vénus. Qu'est-ce qu'elles font? Est-ce qu'on a les mêmes approches au niveau des sentiments, Vénus, du sens des valeurs? Mais il peut y avoir des distorsions, mais qui peuvent être compensées par d'autres aspects. Hein? Je regarde tout ça. Ensuite, je regarde le rapport Soleil-Lune. Le Soleil de l'homme par rapport à la Lune de la femme. Là, on est si on est dans une relation de couple, hein, ou une relation amoureuse. Hein? Je regarde donc la Lune de la femme avec le Soleil de l'homme, et vice-versa. Mais tout de suite, on le voit à l'œil nu, tout ça. Hein, il n'y a plus besoin de faire des tableaux comme je faisais avant. Je faisais des tableaux quand j'avais des consultations. Je passais 2 heures, 3 heures à préparer la consultation, faire des tableaux. Enfin, après, ça vient tout seul. Il suffit de regarder le thème. Pour la sexualité, parce que c'est aussi des questions qui nous sont souvent posées. Alors, c'est intéressant parce que dans les relations que j'ai avec les personnes qui viennent en consultation, tout de suite elles s'ouvrent et elles me parlent de choses très intimes, pas uniquement psychologiques et autres. Elles me parlent de leur sexualité, quoi, par exemple, ce qui pourrait sembler tabou et tout ça, hein, mais non, parce que c'est une problématique de couple de toute façon, dans la relation de couple en tout cas. Donc quand vous voyez le Mars de l'homme sur la Vénus de la femme en conjonction, je dis toujours, je ne vais pas vous faire une photo, quoi. Ou l'inverse. Hein, donc il y a des milliers de possibilités, mais je regarde ça tout de suite. La chose que je regarde également, dans la relation quelle qu'elle soit, un associé, des enfants, tout ça, je regarde où se trouve Jupiter dans le thème de l'autre.
si Jupiter se pose ou fait un bon aspect avec une planète personnelle de l'autre, par exemple Jupiter de l'un sur le Soleil de l'autre. Jupiter, c'est le grand bénéfique. Donc on sait que, quelle que soit la relation par ailleurs, on peut communiquer quand il y a Jupiter. Hein, il y a une facilité de communication, suivant la maison, le signe et la planète sur laquelle tombe Jupiter. Hein, ça c'est intéressant, parce que tout de suite je vais voir s'il y a une bonne communication dans la relation, pour savoir si cette relation est, disons, capable de dépassement par une bonne communication, quoi, en quelque sorte. Hein. Donc, un Jupiter sur un nœud sud, je regarde aussi par rapport à l'axe des nœuds, surtout les nœuds sud dans un premier temps, quelqu'un qui met son Jupiter sur le nœud sud, ça veut dire, quel que soit le signe et la maison, ça veut dire qu'on s'est déjà connu dans une autre vie. Il y a tout de suite une sympathie qui s'instaure dès qu'on se rencontre. Ouais. Ou une planète personnelle bénéfique, pour reprendre ce langage-là, hein, Vénus sur le nœud sud, ah, c'est sympa ça. La Lune sur le nœud sud, c'est sympa. Par contre, Mars, Saturne ou Pluton, voire dans certains cas Uranus, ça veut dire qu'il y a du gaz dans l'eau, quoi. Hein? Parce qu'elles sont considérées, ces planètes-là, par l'astrologie traditionnelle, ce qui n'est pas vraiment le cas pour nous, mais ça joue, quand on est dans la mécanicité, ça joue de ce fait-là, ce sont considérées comme des planètes maléfiques. Hein? Alors, nous, on ne va pas dire maléfiques, évidemment, parce qu'il n'y a plus de planètes bénéfiques et de planètes maléfiques. Il y a des planètes qui sont plus, ou des aspects, il y a des aspects qui sont plus faciles que d'autres. Hein, mais les aspects de carré, on les appelle maintenant des aspects dynamiques. Arroyo en parle très bien dans ses livres. Hein, Arroyo, sur les aspects d'Arroyo, est très intéressant de ce point de vue. Hein, alors qu'autrefois, quand on avait des aspects difficiles ou un thème difficile, on voit mon pauvre ami. Si j'avais écouté ce que les premiers astrologues que j'ai lus, comme Hadès et tout ça, disaient de mon thème, enfin quand je l'appliquais sur mon thème, j'avais plus qu'à me suicider, quoi. Hein? Parce que vu les 4 planètes que j'avais en maison 12, dans l'astrologie traditionnelle, la maison 12, c'est la maison des épreuves. Hein, j'avais plus qu'à me suicider. Hein? Je me suis dit, c'est pas possible que ça soit ça, l'astrologie. Hein? Donc, quel karma tu te payes quand on a plein de carrés, plein d'oppositions? Quel karma, mon pauvre ami, hein? Alors que maintenant, on dit, ah, mais c'est bien, parce que c'est des moteurs. Quand on a dépassé la mécanicité. Tant qu'on est dans la mécanicité, c'est problématique. C'est karmique, hein? C'est-à-dire qu'on a quelque chose à travailler et à dépasser, effectivement, avec les aspects de carrés, certaines conjonctions, comme les carrés Saturne-Lune qu'on a pu voir, carré Saturne-Vénus, tout ça. Et la conjonction Saturne-Lune... c'est pas évident. C'est pas évident. Enfin, moi, j'ai eu ça pendant quelques jours avec un homme, il avait son Saturne sur ma Lune. Ah non. Et je sentais que, en fait, c'est comme si ma facilité de pouvoir m'exprimer, etc., tout était contenu. Je n'arrivais pas à exprimer mes émotions, je sentais que rien que ça... C'est ça, voilà. Ouais, c'est ça. Donc, je regarde le Saturne, donc j'ai dit je regarde le Jupiter, je regarde où est le Saturne pour voir où les choses peuvent poser problème. Hein? Saturne. Les conjonctions de Vénus, les 2 Vénus en conjonction, ça fait quoi? Les 2 Vénus? Les Vénus qui sont... Les 2 Vénus? Ouais, c'est bien ça. Oui, mais c'est bien, mais ça veut dire que on a la même énergie au niveau de Vénus, c'est-à-dire on a un lien vénusien qui est déjà présent, tu vois. Ouais. Saturne, ça c'est important de regarder parce que ça va nous donner une des problématiques de la relation. Hein? Saturne, toujours dans la mécanicité, évidemment. Hein? Après, quand on évolue, Saturne, c'est génial. On ne peut pas se passer de Saturne.
D'ailleurs, Germaine, elle disait toujours, enlever le Saturne du thème, il se casse la gueule, quoi. Enfin, elle ne disait pas comme ça, parce que c'était une dame de la haute bourgeoisie, et elle avait femme de général, d'ailleurs, hein, le général Olé. Avant qu'elle soit avec Charles Vouga, elle était la femme du général Olé. Hein. D'ailleurs, quand elle parlait qu'elle était en garnison, son mari est en garnison à Casablanca, la ville où je suis né, donc j'ai dit tiens, et puis moi je viens de Besançon, elle est née à Besançon, mais quand je l'ai rencontrée, on est fait pour s'entendre, hein, les synchronicités. Quand elle était en garnison à Casablanca, qui était un protectorat français, hein, c'est-à-dire une colonie française, hein, faut quand même voir les choses comme elles sont, hein, eh bien, il y avait donc des garnisons, hein, des troupes. D'ailleurs, mon père travaillait pour ce qu'on appelle l'établissement régional du matériel, c'est-à-dire c'est un fonctionnaire civil de l'armée de terre au Maroc. Hein, et donc, elle disait toujours, quand on lui apportait le courrier, elle disait « Mon estafette va m'apporter le courrier ». Parce qu'elle avait le langage encore militaire. Hein. Mon vaguemestre, elle disait. Hein. Donc, Saturne, toujours regarder si Saturne fait quelque chose d'un thème à l'autre. Pourquoi? Parce que Saturne est considéré, et la personne, comme tu viens de le dire, hein, d'une manière très, très stricte, tu vois, elle nous met sous le boisseau, en quelque sorte. Hein, elle nous met sous le boisseau. Je vous ai raconté cette histoire avec ma première épouse, hein, qui était autrichienne. J'avais mon Saturne sur son ascendant. Bon, on avait deux ans de différence, mais moi, j'avais mon Saturne en Lion sur son ascendant et son Pluton à l'ascendant Lion. Et quand je l'ai rencontré, je l'ai ramassé peut-être à la petite cuillère, quelque part. Donc j'étais le Saturnien qui lui a permis de se restructurer. Donc j'étais sympa, j'étais bien, j'étais le sauveur. Mais quand elle a repris ses esprits et qu'elle a recommencé à devenir elle-même, à la fin elle disait que je l'ai tout fait, que le Saturne sur son ascendant, ça l'a brimé, ça l'a bridé, parce qu'elle ne pouvait plus exprimer par ailleurs son côté uranien que nous avions en commun et son côté plutonien. Bon, je raconte tout ça comme témoignage. Vous voyez, j'ai un ami très proche qui est Sagittaire. J'ai mon Jupiter sur son Soleil, entre autres. Et lui, il a son Jupiter et sa Vénus sur mon Soleil. On est des amis spirituels. Quand on est ensemble, même quand on jouait à la pétanque, je disais on fait de la pétanque cosmique. Parce que j'adore la pétanque aussi. Hein. Alors, si vous avez envie de jouer à la pétanque, il y a longtemps que je n'ai pas joué, mais des fois ça me démange. Des fois je zappe sur la télé, puis il y a des concours de pétanque, des championnats de pétanque, je regarde. Et je dis, mais il faudrait que j'aille jouer, quoi. Mais j'ai toujours des boules avec moi. Enfin, j'ai pas les boules, j'ai des boules. Mais bon, Saturne va toujours apporter une information importante sur le sens de la relation. Donc, il y a beaucoup de choses à voir. Hein, et tout est possible. Je ne sais pas combien de combinaisons il peut y avoir entre deux thèmes. Hein, j'ai connu une fille, à un moment donné, on s'entendait pas trop mal. Elle était poisson, elle avait, avec mon côté poisson, mais ceci dit, elle avait la lune noire à l'ascendant, en balance. Donc, elle était un peu lune noire. Mais on avait les deux Mars en carré. Ça, c'est pas bon. Hein, j'avais l'impression, pour prendre une image d'escrime, qu'on ferraillait. Elle disait quelque chose, tout de suite, elle me disait, mais non, tout ça, elle me contredisait, et moi je lui dis, elle me disait quelque chose, mais non, ce qu'on contredisait en permanence, quoi.
Mars carré Mars. Mais, et c'est là que si on est des gens évolués, ces aspects de carré entre deux thèmes peuvent être des moteurs de Mars en carré, ça peut être l'un qui entraîne l'autre. Et dans ce cas-là, on va regarder le Mars de l'un, dans quel signe il est par rapport au Mars de l'autre, dans quel signe il est. Par exemple, quelqu'un qui a Mars en Verseau, carré à l'autre qui a Mars en Scorpion, pour prendre cette image-là, c'est le Mars en Verseau qui va tirer le Mars Scorpion. Parce que tu peux expliquer pourquoi? Parce qu'il est devant, dans le chemin pour aller du Scorpion au Poisson, donc à la fin du cycle. Et donc avec une lune Scorpion et une Verseau, c'est pareil, c'est la lune Verseau qui tire... Oui, mais ça joue dans les deux sens quand même, parce que quand je lisais des livres en anglais, parce que tout ça n'existait pas en français, les livres notamment par exemple de Ward Sasportas, ou des livres comme Suida Idemon qui est traduit en français. Il y a des livres qui ne sont pas traduits, et il disait qu'une relation c'était toujours give and take. Alors moi j'avais compris au départ give and take, je me disais mais de quel bois je me chauffe là? Mais c'est give and take, ça veut dire je donne et je reçois. Dans toute relation, il y a cette possibilité-là quand elle est vécue sur ce plan-là, give and take. Hein? Et donc, c'est la lune Verseau va entraîner la lune Scorpion vers des valeurs qui sont autres vers lesquelles le Scorpion veut aller, qui vont lui permettre d'évoluer, de se dépasser pour ne pas rester dans le Scorpion primaire, on va dire. Hein? N'oubliez pas d'ailleurs que la tradition astrologique met Uranus en exaltation dans le Scorpion. Hein, vous vous rappelez ça, connaître les exaltations, les domiciles par cœur. Hein, comme disait mon institutrice à l'école primaire, quand on apprenait les tables de multiplication, elle disait vous apprenez ça par cœur et pour toute la vie. Hein, pour les astrologues, c'est apprendre les domiciliations par cœur et pour toute la vie. Hein? Donc savoir quels sont les maîtres par domicile, par exaltation, en chute, en exil. Même si personnellement je ne donne pas la même signification aux chutes et en exil que la tradition. Pour moi, il n'y a rien de mauvais. Même s'il y a des choses difficiles. Ça veut dire qu'il y a un travail à faire, c'est tout. Et donc, oui, pardon, toujours dans cette dynamique-là, du coup, parce que moi qui ai un Mars en Poisson qui est en exil ou en chute, mais si la personne en face elle a son Mars en Capricorne, donc dans ta logique, si c'est le Poisson qui est censé tirer, mais si ils sont en sextile là. Oui, s'il est en Capricorne. Seulement la différence d'un Mars Capricorne et d'un Mars Poisson au niveau de l'action, c'est totalement différent. Donc c'est plutôt le Mars Capricorne qui va tirer. Alors ça dépend. Le Mars Capricorne a besoin que les choses soient bien incarnées, bien concrètes, bien structurées. Hein, surtout qu'il est en domicile, enfin il est en exaltation Capricorne. Hein, le Mars Capricorne a besoin que les choses soient rigoureuses. Le Mars Poisson, lui, il se balade, quoi. Pour le Mars Capricorne, c'est presque incompréhensible. Oui. Mais le Mars Poisson, il ne va pas comprendre non plus le Mars Capricorne, parce que le Mars Poisson, il est dans l'illimité, il est dans... Mais, ce qui peut être bien, c'est que le Mars Capricorne va apprendre du Mars Poisson à ne plus être aussi rigide dans l'action, dans le faire. Et le Mars Poisson va être canalisé par le Mars Capricorne. C'est la possibilité qu'il y a dans la relation. Oui, c'est pas c'est l'un et l'autre. L'un et l'autre, ouais. L'un et l'autre. Donc, c'est important de bien le sentir comme ça, de voir comment des choses qui peuvent être contradictoires peuvent être complémentaires. Quand un couple vient, ou quelle que soit la relation en consultation, j'explique qu'il n'y a rien de mauvais
D'accord, il y a des tensions et tout ça, qu'on peut voir très bien, mais si on fait un travail sur soi, si on évolue, si on ne reste pas dans la mécanicité et qu'on progresse chacun à son pas, dans le processus d'individuation, eh bien, on est quelque part, on peut se soutenir, hein, on peut s'accompagner. De choses qui semblent contradictoires, au contraire, elles vont être complémentaires. Si on fait on dépasse la mécanicité, c'est-à-dire le fait pour le poisson de se sentir brimé quand il est avec un Capricorne ou un Saturnien. Et pour le Capricorne, le Saturnien, d'être irrité par les attitudes du Poisson ou du Neptunien. Hein? Donc, mais l'un peut apporter à l'autre ce dont il a besoin. Moi, je dis toujours, je veux organiser un séminaire d'astrologie, bien que j'arrive à me démerder tout seul maintenant, mais je vais voir un Capricorne, je vais voir un Saturnien, parce que je sais qu'il va me faire, il est responsable, il va me faire les choses. Je lui fais comment on appelle ça, un devis ou comment on appelle un cahier des charges. Voilà, un cahier des charges. Bon, c'est pas mon truc, hein, de toute façon. Mais je sais que le Saturnien, qui est branché, va m'aider à concrétiser mon inspiration neptunienne ou de la manière la plus juste possible. Alors, j'adore, c'est pour ça que j'adore les Capricornes. Ma mère, elle était Capricorne. Non, elle était Taureau, 5 planètes en Taureau, ascendant Capricorne, la Lune en Capricorne, opposée à Saturne, sur la pointe de 7. C'était la Saturnienne, tout craché, quoi. Et puis la Terre. Hein, quand je suis devenu astrologue, elle m'a dit, mais t'as pensé à ta retraite, hein, t'as mis de, comment elle disait, la poire pour la soif, quoi. Hein. Tu lui as dit que Saturne s'en occupait. Ouais. Je lui ai dit, à un moment donné, Saturne pas rond, quoi. Mais ceci dit, c'était la mère dont j'avais besoin. Mais je m'en rends compte que beaucoup plus tard. Parce qu'elle m'a apporté, comme mon père d'ailleurs c'est moi qui les ai choisis. Mais je me rends compte que ce Saturne, elle a été chiante pendant toute mon enfance, mon adolescence. Moi qui suis un Uranien, mais avec mes planètes en 12, elle m'a enfermé, carrément. J'avais pas le droit de sortir. Bon, à l'époque, en plus, j'avais pas le droit de sortir. Et quand j'ai eu le droit de sortir à partir de 18 ans, c'était jusqu'à minuit. Hein, et à minuit, elle était sur le pas de la porte pour voir si j'étais rentré. Hein, ça se fait plus de nos jours, ça. Hein, d'ailleurs, il n'y a qu'à voir comment ça se passe dans les banlieues, puisque ça se fait plus. Hein, mais ça a été très dur pour moi de le vivre. Mais qu'est-ce que j'ai fait pendant le temps où j'étais enfermé? J'ai bouquiné. Je me suis farci tous les livres de littérature possibles et imaginables, parce que c'était ma maison 12, ma voie de sortie, et le sport. Là, on avait le droit, avec le sport, de sortir. Donc le foot. Donc j'ai joué Benjamin, cadet, junior, minime. Hein, minime, cadet, junior, senior. Et puis j'ai joué jusqu'à l'université à Strasbourg. J'étais dans l'équipe de foot de Sciences Po. On faisait des tournois interuniversitaires. Donc j'ai joué au foot. C'est pas simplement que je m'y intéresse extérieurement, c'est que j'y ai joué. Parce que j'ai du mal à imaginer une équipe de foot de Sciences Po. Ah, il y avait une équipe de Sciences Po. Il y avait deux choses à Sciences Po, en tout cas à Strasbourg, puis après à Paris. Mais enfin, moi c'était d'abord Strasbourg, après j'étais à Paris. Hein, mais il y avait deux choses à Sciences Po, en dehors des études qu'on pouvait faire. Il y avait l'équipe de foot, et puis il y avait la chorale paillarde. Ah, tiens. On allait faire des concours avec les autres universités, fac de médecine, tout ça. On allait dans les Windstube, hein, faire des concours de chorale paillarde. Alors, le bréviaire du Caravane, je le connais par cœur. Dessus, dans Scorpion, en 8. Hein. Donc, vous voyez, cette énergie-là, il y a de multiples possibilités. On ne pourra pas toujours toutes les voir,
Parce que si on rentre dans le détail, on va se perdre. Dégager la quintessence de la relation. Et moi, en consultation, en un quart d'heure, 20 minutes, c'est fait. Parce qu'on va droit au but, on ne se perd pas dans les détails. Hein? On utilise deux formes d'intelligence dans cette approche de l'astrologie. L'intelligence mentale, la technique, mais ce n'est pas le but. La technique, c'est le support. Et l'intelligence intuitive, qui permet, à partir des bases concrètes de l'astrologie, hein, ça c'est les bases, hein, de se laisser porter par l'énergie du moment, avec la personne du moment, avec les transits du moment et tout ça. Et là, on voit des choses. Quand je dis on voit, c'est pas qu'on voit. On perçoit des choses. Pourquoi tel aspect, on va dire à une personne, ça veut dire ça, et puis elle a le même aspect à une autre personne dans un autre thème, entre deux thèmes, on va dire, parce que c'est différent. Parce que la personne, elle est un peu plus, vous me permettrez l'expression, évoluée. Quand une personne est dans le socioculturel, enfermée, tout ça, elle n'écoute pas. J'ai eu une personne qui est venue en consultation pendant plusieurs années. C'était un commercial, il voyageait beaucoup. Et pendant plusieurs années, il m'a écouté. Il est venu me voir au moment où sa femme le quittait, pour un autre mec évidemment. Mais lui, il était enfermé dans sa rigidité, tout ça, et dans son côté matérialiste, seul comptait le fait de réussir socialement et tout ça. J'ai essayé de lui montrer que c'était pas ça. J'ai pas compris pourquoi il revenait régulièrement. Alors pendant la période où il était dans le désespoir, il est venu me voir régulièrement, il m'écoutait, je lui ai fait lire Arnaud Desjardins, j'ai fait tout. Et quelques temps plus tard, après qu'il lui digérait le fait que sa femme l'ait quitté, et la femme, je l'avais eu en consultation aussi, hein, parce qu'elle ne pouvait plus le supporter, parce qu'il était tellement rigide dans ses conceptions de la vie qu'elle étouffait, quoi, finalement. Donc, elle est devenue thérapeute ensuite. Hein. Quelque temps plus tard, il vient avec une jeune femme qui avait peut-être 20 ans moins, de moins que lui, évidemment. Une jeune femme, toute mignonne, avec laquelle il s'est marié, avec laquelle il a eu à nouveau 2 enfants. Il en avait 3 auparavant, avec la première femme. Il a reproduit exactement le même schéma. Je me suis dit, mais à quoi ça sert? Alors Germaine me disait, si la personne n'a pas compris sur le moment, vous avez mis la petite graine qui plus tard va émerger. Peut-être dans cette vie, peut-être dans les vies prochaines. Ah, je dis bon, ok, d'accord. La consultation, c'est la pratique, hein, c'est le cœur de l'astrologie. Il y a beaucoup d'astrologues qui ne sont que des théoriciens. Ils font des belles théories avec la mythologie, tout ça, c'est magnifique. Mais en quoi ça devient pratique quand quelqu'un vient en consultation pour l'aider dans la problématique qui est la sienne au moment où elle vient nous voir, quoi. C'est la même chose qu'on fait avec la musique. Hein. Il y a des musiciens qui ne sont que des interprètes et il y a des musiciens qui sont ouais, comme au violon, moi je pense tout de suite à Menuhin, à Isaac Stern, hein, des gens comme ça, ou à Eustrac. Hein, je pense à dans la musique, pour moi quand je les entends, il y a une âme dedans. C'est pas simplement de la technique, quoi. Hein. Il y a un film que j'ai vu récemment à la télé, ça s'appelle c'est deux sœurs jumelles dans la musique. Les sœurs Labec. Les sœurs Labec. Non, c'est pas les sœurs Labec. C'est un film sur 2 sœurs qui sont dans la musique avec Isabelle Carré qui est la mère et puis Dubosc que j'aime pas trop par ailleurs qui est le père. Et il veut absolument que ses filles réussissent. Ça s'appelle Les Merveilleuses ou un truc comme ça. Je sais plus. Si vous lisez
enfin lisez, voyez ce film sur la musique. Dès qu'il y a un film sur la musique, je regarde tout de suite, évidemment. Et c'est extraordinaire, quoi. C'est un très très beau film sur la musique, justement la passion de la musique. Hein, de filles, de sœurs jumelles qui étaient pianistes, mais qui ont eu des problèmes avec toutes les deux. C'était une maladie génétique. Et alors qu'elles étaient top niveau, quand cette maladie s'est déclarée chez chacune des deux, oui, il est passé il n'y a pas longtemps, hein, eh bien, elles ont pu être top niveau. Mais elles ont inventé une manière de jouer au piano, où l'âme était toujours là, mais comme elles ne pouvaient plus jouer en individuel, parce qu'il y avait des choses qu'elles ne pouvaient pas faire, elles ont joué à deux pianos. Mais c'est à pleurer quand on voit ça, quand à la fin elles sont acclamées parce qu'elles ont dépassé la problématique, quoi. Hein, ben c'est pareil, quoi. C'est-à-dire que l'astrologie, ça peut être une science sans conscience, mais comme vous le savez, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Bon, maintenant, je prêche pour ma paroisse, évidemment. Hein. Après, il y en a qui vont me dire, mais ce que tu fais, c'est pas de l'astrologie. Il y en a qui m'ont dit ça. C'est pas de l'astrologie, parce que je suis pas... Je dis, ok. C'est pas mon problème. Moi, j'ai encore une mini-question sur ce qu'on regarde dans la dynastie. Est-ce qu'on regarde, comme on a déjà parlé avec nos thèmes de comment est-ce qu'on relationnait avec la maison 7, est-ce qu'on vient regarder quelles sont les planètes de l'autre qui tombent dans notre maison 7 ou nos planètes, enfin, est-ce qu'on vient regarder particulièrement celle-là? Alors, dans une relation de couple, bien sûr. Hein. Après, on verra et on s'adaptera suivant le type de relation que vous voulez regarder. Les enfants, la règle est la même, mais avec une petite nuance qu'on abordera à chaque fois. Est-ce que je crois au niveau des conjonctions, est-ce qu'au niveau de l'orbe, tu prends l'orbe ou tu prends... Alors, plus l'orbe est exact, évidemment, hein, comme d'habitude, mais on peut prendre ça dépend, c'est le thème qui va parler, c'est ce que raconte la personne, jusqu'à 5-6 degrés, ça peut jouer encore. Et j'ai remarqué que même si une personne a une planète au début d'un signe et l'autre personne a une autre planète à la fin du signe, il y a un lien. Ouais, il y a un lien. Ça, c'est l'astrologie de Rudyard, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est figé, que tout est ouvert. Si on donne l'exemple des Mars en carré, peut-être qu'il n'y a pas de carré, mais en fait, il fait que sur des signes en carré. Ça peut jouer, mais ça sera moins fort que si l'aspect est exact, évidemment, comme toujours, mais ça peut jouer. Ok. Bon, je pourrais parler pendant des heures, mais je ne sais même pas quelle heure il est. Il est tard, Ah ouais. Bon, ma sieste...